Merci à tous de vous être joints avec nous aujourd'hui. Euh, le webinaire aujourd'hui, ça va être sur la création, personnalisation de vos courriels professionnels responsive. On va essayer de passer rapidement à travers certaines fonctionnalités, des façons d'utiliser le nouvel éditeur et voir certaines fonctions. Du moment, en fait, aujourd'hui, cette semaine, nous avons aussi lancé quelques petites fonctions en bêta. On pourra juste les survoler rapidement pour vous les montrer et en profiter en même temps pendant cette occasion. Donc, on commence. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Alex DeChuta, je suis directeur du succès client pour ClickMail et pour Courrieleur. Pour ceux qui ne le savent pas déjà encore, ClickMail et Courrieleur, on est la même entité basée à Montréal et on travaille juste, on fait le branding de Courrieleur et notre marque au Québec et la brand ClickMail est utilisée plus au niveau international. Alors, on va passer tout de suite à l'action pour aujourd'hui. Donc, on va vous montrer tout ça. Alors, voici le compte Courrieleur de la nouvelle version pour ceux qui ne l'auraient pas déjà exploré. On va aller faire le processus de création de campagne. Donc, je peux aller cliquer sur Créer et cliquer sur Campagne ou bien cliquer le petit plus ici. Lorsque je clique la création de campagne, on a plusieurs options qui sont disponibles, dont la première qui est de sélectionner des gabarits professionnels. Dans la nouvelle version, on a ajouté ou on a rendu disponible à peu près pas loin de 800 nouveaux gabarits qui sont tous évidemment responsive et compatibles avec notre éditeur glissé déposé. On peut filtrer nos gabarits selon le type d'usage, l'industrie, la saison et tout ça. Et puis, du moment qu'on va le sélectionner, bon, ben, on va arriver dans notre éditeur avec notre gabarit où on pourra continuer avec ce style ou on pourra aussi le modifier en jouant avec tout ça. Euh, pour aujourd'hui, j'aimerais vous montrer une autre façon de le faire, c'est de partir à partir de zéro. Rien ne vous empêche de le faire aussi avec les gabarits professionnels. C'est juste pour vous montrer les blocs différents ici. Ça va être plus simple pour nous aujourd'hui. Donc, nous voici dans notre éditeur, que j'imagine que plusieurs d'entre vous sont déjà familiers avec ça. La première chose que j'aime faire habituellement quand je me log ou quand je commence une infolettre, j'arrive dans les options générales et je peux aller contrôler la couleur d'arrière-plan général pour mon infolettre. De cette façon, plus que j'ajoute des blocs de contenu, je n'aurai pas à remettre cette couleur de fond si je voulais une couleur de fond, en fait. Je peux aussi sélectionner une couleur d'arrière-plan, la zone de contenu. Ça, c'est la zone au milieu, sans le contour. Puis on peut faire aussi des fois, les gens utilisent une combinaison des deux pour aller chercher un look ou un style complètement différent. Donc, voilà. On a aussi une autre option. Celle-ci, c'est sûr, des fois, côté affichage, c'est pas compatible avec toutes les versions. Évidemment, Outlook, par défaut, enlève souvent les images de fond dans plusieurs versions. Mais on a l'option ici d'ajouter une image et en ajoutant celle-ci, elle apparaîtrait en image de fond, qu'on peut aussi jouer avec certaines options pour les répéter et faire une genre de petite tuile, un design d'arrière-plan avec tout ça. Sinon, dans les versions d'Outlook qui ne le supportent pas, il y a une couleur, la couleur de fond, il va apparaître par défaut et l'image apparaîtra pas. Ici, on peut jouer avec la largeur du contenu. Habituellement, nous, on recommande toujours d'utiliser environ, pas environ, mais 600 pixels de largeur. C'est la largeur à laquelle on voit qui fonctionne le mieux et qui est la plus constante à travers
toutes les boîtes différentes et largeurs d'écran. Donc, voilà pour les options générales. On arrive ensuite à nos blocs. Nos blocs, ça va être la section ou la partie qui va nous aider à bâtir le squelette, si on veut, de notre courriel. Par exemple, je veux commencer dans le haut avec mon logo. Ensuite, je voudrais continuer en dessous et, par exemple, ajouter une zone texte et image de 1/3 et 2/3. Et ensuite, quand j'aurai terminé tout ça, je pourrais ajouter un autre bloc de contenu pour, disons, une section vidéo et puis finalement, euh, une section pour mon footer, si on veut. La raison pourquoi j'ai mis deux blocs de contenu du même style ici, c'est que ceux-ci, en faisant ça, je vais avoir un peu plus de flexibilité quand je vais vouloir, par exemple, si je veux créer une section qui est un peu et la mettre en évidence, donc changer la couleur de fond sur celle-ci euh, et la rendre pour la mettre en évidence. Donc, ça va être la façon qu'on va pouvoir jouer pour faire ça. Autre chose, c'est un peu plus tard, on va voir aussi comment gérer du contenu dynamique. Donc, des fois, des blocs peuvent apparaître selon certaines conditions aussi. Et en ajoutant un bloc séparé pour chacune des conditions, ça va être possible. Donc, alors, on va commencer. Euh, Numéro 1, dans le haut, je vais aller déposer mon logo, mais on va aller aussi le chercher et l'importer. Donc, nous allons chercher mon logo de restaurant, par exemple, et l'ajouter à mon infolettre. On voit ici, évidemment, il est un peu trop gros, donc on pourrait aller le réajuster selon la grandeur qui convient. On pourra aussi jouer avec l'alignement pour le positionner exactement où ce qu'on veut. Euh, Dans le cas qu'on crée une infolettre, dans les meilleures pratiques, souvent, c'est toujours bon d'ajouter un pré-header au courriel. Donc, un pré-header, ce serait la première ligne qui s'affiche quand on reçoit un courriel dans notre boîte courriel. Par exemple, dans Gmail, on va recevoir, on va voir le nom de l'expéditeur, on va voir l'objet du courriel et puis ensuite, on va avoir euh, un petit preview du contenu qui va être dans le courriel. Si on n'en met pas, ça va être généré automatiquement par le premier bout de texte qui va être disponible dans mon infolette. Des fois, si par exemple j'aurais un logo ici et j'aurais mis un texte alternatif dessus, ça aurait été chercher mon texte alternatif parce que c'est la première place dans le code HTML que ça trouve du texte. Pour avoir un contrôle vraiment à 100% sur ce qu'on veut qu'il affiche, on peut ajouter ce qu'on appelle un texte de pré-header. On a des articles qui vous expliquent comment le faire sur notre blog et on va le faire ensemble aujourd'hui. Donc, je vais aller chercher un bloc HTML et puis on va le glisser ici dans le haut. Donc, je vais ensuite aller chercher le code HTML qui est fourni dans notre article de blog et je vais le remplacer. Donc, ici, c'est écrit. Donc, voici mon nouveau menu d'été, par exemple. Donc, on vient de setter notre pré-header. On a maintenant notre bloc, notre logo. Si on voulait aller créer une zone, euh, disons dans le haut, on veut changer la couleur, faire un petit highlight ou une petite barre euh, dans le haut, on aurait deux façons de procéder pour faire ça. On aurait l'option d'aller chercher une bordure et puis mettre des pixels dessus.
par exemple, si je mets 6 pixels et je vais sélectionner une couleur, là, je vais créer une petite barre dans le haut. On peut le faire de cette façon-ci, ou bien on peut aussi le faire en ajoutant une ligne de séparation dans le haut qu'on veut. Et on va l'ajouter là. Une fois qu'on est là, on peut aller jouer avec les pixels encore une fois et euh, la couleur. Pour ceux qui ne le savent pas, euh, je parlais tantôt qu'on avait sorti des petites fonctions qui sont encore en bêta. Par contre, si vous êtes plusieurs usagers dans le même compte et vous voulez euh, collaborer ou si un travaille pendant une journée et la journée ensuite, quelqu'un prend le relais. Si vous voyez ici, quand on survole sur une section, il y a une petite boîte de commentaires maintenant qui vous permet d'insérer un commentaire. Donc, euh, si je demande de modifier ceci et je laisse, comme je vous dis, c'est encore en bêta, donc on ne reconnaît pas l'usager. Par contre, on peut comprendre, on peut déjà collaborer, tout ça. Et quand on a fini et le problème est résolu, on peut mettre résoudre. Donc, ça peut être marqué comme résolu. Alors, on continue à poursuivre dans notre merveilleuse infolettre. Je vais maintenant ajouter par exemple, une séparation encore. Et ajouter. Et on va aussi aller remodifier ma couleur de fond parce que j'aime pas bien ça. Ça pourrait être blanc aussi. Ensuite, on pourrait utiliser un autre type de bloc qui se nomme le bloc menu. Et qu'est-ce que ça fait le bloc menu? C'est que ça nous permet de faire un peu le même style qu'un menu sur euh, un site web. Donc, on peut ajouter un objet et dire menu du jour. Je pourrais en ajouter un deuxième. Emporter. Exemple. Et regardez bien. Donc, ici, sur chacun, on peut insérer un URL et dans nos options, on va être capable de gérer la taille de la police, la couleur du texte, encore une fois, l'alignement ou bien aussi l'espacement. Donc, si je veux un peu plus d'espacement entre les caractères ou aussi modifier la disposition de haut en bas, on peut aller faire ça. On peut mettre un séparateur. Donc, peu importe ce que je tape ici, ça va être ce qui sépare mes mots entre un ou l'autre. Ensuite, on a d'autres options ici qui nous permettent de jouer avec le remplissage, donc créer des bordures, créer des espacements et tout ça. Si je suis satisfait avec ça, on veut continuer et passer à la prochaine étape de mon infolettre. Je veux, par exemple, contrôler l'espacement. On a un bloc qui s'appelle espacement qui vous permet de sélectionner la hauteur à laquelle on veut séparer deux sections. Très bien, on est satisfait. On va aller ajouter un paragraphe. On rajoute un paragraphe juste en dessous. Ici, on se retrouve, on veut composer un texte. C'est ici qu'on va tester une de nos nouvelles fonctionnalités et qui est utilisé, connecté avec ChatGPT. Comme je dis, c'est en bêta, donc on teste encore. Ça se peut que cette fonction-là, des fois, quand elle génère, elle ne fonctionne pas comme prévu, mais on va juste tester ici. Donc, on peut aller ajouter un prompt pour demander une création de contenu. Un prompt qu'on peut utiliser ou demander à ChatGPT, c'est par exemple rédige le corps du texte d'un email promotionnel avec la ligne d'objet pour y donner une idée. Et il y a plusieurs façons de le faire. Ça, c'est une façon que j'ai pris en exemple. Par contre, euh, en lui demandant ça, il peut aller nous créer ou nous donner une idée de contenu qu'on peut utiliser comme base et puis par la suite l'insérer et le modifier ou nous donner une idée sur la création du contenu. Ça peut prendre quelques secondes avant que ça
load et des fois, ben, c'est ça. En ce moment, comme je vous disais, le GPT est encore en bêta, donc ça ne va pas exactement loader comme prévu. Vous pourrez aussi le tester quand vous allez dans votre compte pour essayer de voir les résultats, mais c'est pareil comme si vous utilisiez une boîte avec ChatGPT. Alors, si on continue ici, on veut aller ajouter une zone image et texte. Et puis là, on va aller mettre, par exemple, notre menu ou une photo de nos plats pour emporter. Et encore une fois, par exemple, alors, on veut voir nos menus. On voudrait peut-être ajouter un petit bouton en dessous. On peut aller mettre. Alors, le bouton, on peut taper pas mal ce qu'on veut. La grandeur va s'ajuster selon ce qu'on met. Et puis, même chose pour contrôler la couleur de ce bouton-ci. Dans nos options, encore une fois, on a des options d'alignement, on a des options d'interligne si on veut grossir et tout ça. On a les rayons de la bordure qui vont servir à rendre le bouton plus rond, plus il est haut ou plus carré si on va plus proche du chiffre 0. Encore une fois, on a des options pour mettre des options de remplissage au niveau de la bordure. Et là, on pourrait, par exemple, ici, euh, je pourrais dupliquer cette section en cliquant sur le bouton. Maintenant, quand j'ai dupliqué ma section, on a une option ici qui nous permet de mettre une condition sur une section. Et une condition, ce que ça fait, c'est qu'on peut aller chercher une information qu'on a importée dans notre liste et faire afficher ce bloc pour selon la condition. Par exemple, si moi j'aime, on aurait créé le bloc ici en anglais. OK? Alors, click here to view. On donne l'exemple de langue. C'est pas vraiment le meilleur exemple au monde. Ça aurait pu être j'aime des frites et ou je préfère acheter des hamburgers, par exemple. Alors ici, on peut aller chercher notre condition. On en a une qui est créée par défaut, sinon on peut les créer. Donc, par exemple, c'est en anglais, la langue du contact est en anglais, donc je vais aller chercher mon contact anglais. Ici, je peux aller setter ma condition que la langue du contact est en français. Ces conditions-là sont créées par défaut pour la langue. Par contre, si je vais aussi une façon rapide pour utiliser le même format et ne pas se tromper, on peut aller modifier la condition. Et euh, voici le langage qu'on utilise pour créer ça. Ce sont un langage conditionnel. Encore une fois, on va vous envoyer aussi les liens pour vous. On a un article qui explique ce qui est possible de faire ou qu'est-ce que vous pouvez aller faire, mais essentiellement, euh, la colonne language pourrait être une colonne de votre liste. Par exemple, si j'ai importé la colonne ville et je veux dire égale Montréal, donc chaque personne qui a Montréal dans sa colonne ville va voir ce bloc-là, mais ne va pas voir le deuxième bloc qui est en dessous. Il y a aussi l'option de langage OR qui nous permet de mettre aussi un choix. Donc, si tu viens de Montréal ou par exemple ville, Québec, right, affiche le bloc. Fait que ça, c'est une possibilité. On peut aussi le voir dans la prévisualisation. Donc ici, dans le haut, on a le petit œil ici qu'on peut cliquer. Et la prévisualisation va nous permettre de voir nos conditions. Donc, en ce moment, on avait mis notre condition. Fait que si la langue du contact était simplement anglais, on aurait vu que le bloc Click here to view apparaît. Par contre, si je ne suis pas anglais et j'ai la langue français, on le voit ici. OK? Alors, ça, c'est pour
nos blocs et on continue à procéder ici. On va ajouter, par exemple, un bloc vidéo. Alors, là, j'étais dans une zone de 2 colonnes. Je veux revenir dans une zone de 1 colonne parce que j'ai mon bloc vidéo. Donc, c'est pour ça, tantôt, on a été chercher les blocs pour la création du squelette. Donc, je vais ici, j'ajoute mon bloc vidéo. Je veux ajouter un URL. Donc, URL, je vais mettre un lien qui pointe vers, par exemple, ma page YouTube. OK? Et ça va aller générer ou prendre, disons, le premier pixel du vidéo. Ça va ajouter un bouton play. Évidemment, les courriels, les vidéos ne jouent pas dans les courriels, c'est pas supporté dans la plupart des systèmes, notamment encore une fois Outlook, qui semble être vraiment la bête noire du email marketing. Pas qui semble être qui est, en fait. Mais voilà. Donc, on aurait pu faire un conditionnel là-dessus aussi. Donc, conditionnel pour vidéo, voir la vidéo YouTube en anglais ou en français, encore une fois. On a certaines options qui s'offrent à nous. Donc, pour modifier, euh, disons, l'icône, si on veut qu'il affiche d'une façon ou une autre, ou la taille de l'icône, le rendre plus visible, la couleur, etc. OK. Ensuite, on peut continuer et on veut aller mettre notre lien vers euh, notre page pour euh, nous rejoindre sur nos réseaux sociaux. Donc, on peut aller rajouter notre bloc de réseaux sociaux. Quand j'ajoute mon bloc de réseaux sociaux, la première euh, option que nous avons, c'est le style. On peut aller sélectionner notre style, ajouter ceux qu'on n'a pas. Si on ne les a pas, on peut les supprimer et on peut aller les ajouter avec le bouton ici dans le bas. Donc, il y en a plusieurs. Si le réseau qu'on utilise n'est pas dans cette liste, on peut ajouter une icône personnalisée et cette icône nous permet de modifier l'image. Donc, on peut aller créer l'image personnalisée puis renvoyer pour que ça fitte le reste des styles des autres icônes. Encore une fois, l'alignement, l'espacement entre chacun. Alors, plus on grandit l'espacement, plus il y a d'espace entre chacun. Et le remplissage. Il y a une chose que j'ai sauté. Par exemple, ici, si j'ai une zone à 2 colonnes, on a l'option, premièrement, de ne pas empiler sur mobile. Et l'option de ne pas empiler sur mobile, ça veut dire qu'on va voir la version telle qu'elle. On peut aussi le voir tout de suite. Je vais l'activer, puis on va aller voir une prévisualisation du mode en mobile. Donc, je vais aller vérifier ici. J'ai un éditeur. On a vu qu'ici, j'ai activé mon bouton. Donc, quand je vais visualiser dans un courriel, ça va ressembler à ça. Par contre, ma section qui était identique juste en dessous, elle s'est empilée parce que par défaut, c'est ce qu'on fait pour améliorer la vue en mode responsive, mais il peut arriver des moments où l'image doit rester côte à côte, ça fait du sens, donc il y a la possibilité de le faire. Des fois, il va y avoir aussi 2 sections. Par exemple, ici, c'est 2 sections, 2 colonnes. Par contre, euh, en mobile, c'est toujours de gauche à droite, ça s'empile. Donc, j'ai mon image, j'ai mon texte, j'ai mon image, j'ai mon texte. Mais si je voulais mettre mon texte en premier sur mobile et les 2 images qui suivaient parce que ça faisait du sens esthétiquement et aussi pour passer le message, j'aurais pu cliquer sur la boîte ici et j'aurais pu inverser l'ordre sur mobile. Donc, quand je vais aller voir sur mobile à quoi ça ressemble, là, on voit mes 2 images, ils suivent, puis j'ai mon texte au-dessus et mon texte en dessous. L'autre option qui nous offre à nous, c'est qu'il y a certaines sections que vous allez voir. Par exemple, vous dites, cette section-là, ça ne fonctionne vraiment pas pour moi sur le mobile. J'ai beaucoup trop de texte ou mon image n'est pas assez visible, il y a du texte dans mon image, fait que ça ne fonctionne pas. Je vais créer quelque chose à part pour ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est on peut cliquer sur cette section ici et on peut aller masquer
une section sur une version. Donc, ça peut être fait sur la version bureau ou version mobile. On continue de parler de mobile, on va poursuivre. Donc, je veux masquer celle-ci sur mobile. Si je vais aller voir ma prévisualisation maintenant, on voit que celle-ci est rendue un peu euh, en gris, qui nous indique que cette version-là, quand on va regarder sur notre cell, le courriel, la section ne va pas y être, mais sur mobile, elle va être là. Quand on regarde ici pour visualiser sur mobile, on peut continuer aussi, si ça nous tente, de travailler sur la version mobile. Donc, ça peut devenir aussi un éditeur de mobile si on continue à travailler comme ça. Donc, c'est juste d'autres options qui s'offrent à vous pour mieux contrôler votre contenu. Tantôt, on parlait aussi de créer une zone et mettre une zone en évidence. Donc, je vais mettre ma zone ici en évidence. Je peux aller chercher la couleur d'arrière-plan et la mettre d'une autre couleur. Ou je peux, je peux carrément prendre toute la ligne au complet et la mettre en évidence. Donc, il y a des choses qui sont importantes à prendre en note quand on sélectionne des couleurs. Surtout, ces, ces jours-ci, la technologie évolue et tout ça. Et la dernière ou un des nouveaux challenges dans la création d'infolettes, c'est le fameux mode sombre. Notre outil de prévisualisation vous permet aussi de visualiser votre courriel en mode sombre. Et ce que ça fait, le mode sombre, c'est que ça l'inverse vos couleurs. Et c'est là que notre choix de couleur va devenir important. Parce qu'il y a des couleurs qui vont être inversées, qui vont se ressembler pas mal. Et dans le mode sombre, ce que ça va faire, c'est que ça va presque cacher votre texte ou le rendre très illisible. Encore une fois, on a un article de blog sur le mode sombre et on explique comment chaque système interprète le mode sombre. Malheureusement, pour l'instant, le mode sombre, c'est vraiment un, un- un test essai-erreur de voir parce que Apple va l'interpréter d'une façon, Gmail va l'interpréter d'une autre, Outlook et ainsi de suite. Sur notre article, on vous dit vraiment comment chacun est interprété. On met aussi une grille de couleurs qui vous permet de voir qu'est-ce que ça va avoir l'air une fois que cette couleur-là est inversée. Donc, ça va vous permettre de mieux optimiser votre courriel. OK? Et une fois que j'ai terminé dans le bas, euh, on fait ce qu'on va faire pour le rendre plus beau esthétiquement, c'est qu'on va rendre mon footer toute la même couleur. Ici, on a la client address. Client address, évidemment, c'est le tag que CakeMail utilise pour pouvoir savoir que vous insérez votre adresse postale, vu que c'est évidemment une obligation par la loi. Donc, ce tag, c'est toujours bien important d'être mis dans le courriel. Et on a aussi le lien de désabonnement. Cette semaine, on a sorti un nouveau centre de préférence. Donc, maintenant, si vous désirez, euh, par exemple, nous, par défaut, on va mettre dans le bas, on va juste écrire unsubscribe ou se désabonner, bref, mais ça ne veut pas dire qu'il est écrit comme ça que vous ne pouvez pas le personnaliser. Donc, si vous voulez écrire d'une façon comme vous voulez, ou l'écrire d'une meilleure façon pour, par exemple, modifier vos préférences ou vous désabonner. Et ici. Donc, je peux aller prendre ça et en surlignant mon texte, je peux aller chercher des liens, cliquer ici sur les liens spéciaux et on l'insère automatiquement pour vous quand vous cliquez se désabonner. Donc, vous pouvez mettre le style comme ça, qui n'est pas souligné, ou on peut aller le souligner aussi. C'est pour vous. On peut, encore une fois, modifier les couleurs du texte, le lien, tout ça. Alors là, j'ai été créer ça un peu avant le meeting. J'ai été créer des intérêts. Je vais vous montrer rapidement, je vais le survoler pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, par exemple, si je suis content, mon infolette est créée. En fait, je pourrais ajouter une dernière petite touche de personnalisation. Donc, dans le haut,
ici, je pourrais aller écrire dans ma bloc de texte bonjour, prénom. Donc, dans ma liste, j'ai importé le prénom de chacun de mes abonnés. Je pourrais aller dans les balises de fusion. Si ma liste est euh, attachée à ma campagne, c'est les balises qui sont disponibles. Si la liste n'est pas attachée, elle ne va pas être là. Par contre, je peux juste aller la réécrire de la façon que je l'avais importée euh, dans mon champ de liste. Donc, moi, dans mon cas, j'avais écrit Prenons pour euh, mon, euh, mon champ personnalisé. Donc, on peut aller faire ça comme ça et ça va aller chercher l'information dans la liste. Donc, même façon que ça fonctionnait avec le contenu dynamique, ça va fonctionner directement. Ça peut fonctionner avec des images, ça peut fonctionner avec pas mal n'importe quoi. Ça peut aussi fonctionner dans des objets de courriel. Alors, maintenant, je suis vraiment satisfait de mon infolette. Je suis content. On va passer à l'étape suivante, qui est celle d'ajouter les détails de ma campagne. Donc, je peux aller nommer ma campagne et ça, c'est une référence interne dans mon onglet campagne envoyée. Ensuite, il faut que j'aille ajouter un sujet. Un sujet à mon infolette, je ne sais pas trop quoi mettre. On a maintenant une fonction d'intelligence artificielle qui va aller chercher votre contenu et qui va vous proposer 3 objets de courriel selon le contenu qui est là. Et une fois que, une fois que c'est fait, il va vous les proposer. Vous pourrez sélectionner de 3 de ceux-ci. Ensuite, je peux lier ma liste test. Je peux décider d'envoyer à des intérêts parce que maintenant, on a cette nouvelle notion d'intérêt ou à des segments ou une combinaison de tout ça. On peut changer le nom d'expéditeur si on veut, l'adresse expéditrice qui se retrouve ici dans notre liste d'expéditeurs qu'on a confirmé et finalement, possibilité d'envoyer dès que possible ou possibilité d'envoyer plus tard. Autre chose qu'on a ajouté cette semaine, c'est aussi possibilité d'ajouter du tracking UTM. Donc, si vous avez un compte Google Analytics ou bien une autre plateforme qui fait des suivis d'analytics, c'est possible d'aller ajouter vos UTM de campagne qui vont automatiquement lier euh, votre campagne ou tracker sur votre site web quand une personne vient de cette campagne-ci, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, Courrieleur va vous dire, OK, nous, on est capable de savoir qui a ouvert, qui a cliqué. Par contre, quand c'est rendu sur votre site, évidemment, on n'a pas accès. Cette fonction-là va vous permettre d'avoir un peu plus d'informations là-dessus. Et finalement, on peut envoyer un courriel test, chose très importante à faire, surtout pour tester nos versions mobiles, notre version euh, en mode sombre et tout ça. Une fois que tout est correct, on peut aller de l'avant et planifier notre campagne. Alors, dernière petite chose que je vais vous montrer, on va aller voir de quoi ça ressemble notre nouvelle page de désabonnement. Donc, notre page de désabonnement, maintenant, quand on a des intérêts, elle ressemble un peu à ceci. Donc, on a les informations personnelles, l'adresse courriel de la personne, et puis, par exemple, moi, dans ma liste, j'avais créé des intérêts. Donc, intérêt euh, pour recevoir l'infolette mensuelle ou hebdomadaire. Et à ce moment-ci, je peux activer ou désactiver ce qui m'intéresse ou pas. Ou si je veux complètement me désabonner, je peux aller ici et me désabonner. Par contre, si j'ai fait ça par erreur, je pourrais me réabonner et sélectionner un intérêt qui me convient. On voit ici, on tombe un peu sur une page blanche. Autre chose qui a été rajoutée, c'est cette petite page blanche ici. Elle est personnalisable maintenant dans votre compte. Donc, on va juste retourner dans notre compte et on va voir ici, dans nos options de compte, on a une nouvelle section qui se nomme Marque. Et puis dans la section Marque, on a une page où on peut avoir un peu plus de flexibilité, au moins sur la possibilité d'ajouter un logo sur la page, modifier la couleur du texte, modifier les couleurs des boutons, l'arrière-plan, tout ça, qui est un peu plus flexible qu'avant, au lieu d'avoir juste une page blanche. Et même chose pour les courriels d'activation. Donc,
texte, les paragraphes, les liens, les boutons et l'arrière-plan. Du moment que je fais des changements, je l'enregistre. Je peux aussi, je vais cliquer ici pour publier, mais on pourra aussi les prévisualiser avant de faire notre envoi. Et dernièrement, je vais vous montrer comment créer des intérêts, vu que je vais en profiter de l'occasion pour le faire. Donc, si je vais ici dans ma liste de contacts, j'ai mes contacts, j'ai mes options de liste juste ici. Et on voit ici les attributs. Donc, les attributs, ça, c'est mes champs qui étaient dans la liste. Donc, on voyait tantôt pour la prévisualisation, on avait prénom. Par contre, maintenant, on a ajouté l'option d'ajouter des intérêts. Donc, on voit ici, j'avais hebdo, puis j'avais mensuel. Donc, c'est ce qui était affiché sur ma page de désabonnement. Par contre, je pourrais en créer un nouveau, puis j'aurais pu écrire, par exemple, annuel. J'ai aussi la possibilité de jouer avec la visibilité de cet intérêt-là. Donc, on peut avoir un intérêt privé ou public. Public, ça veut dire que ça va afficher sur votre page de désabonnement. La personne va pouvoir s'abonner ou se désabonner de ça. Et privé, c'est dans le cas que c'est plus un intérêt que vous voulez créer à l'interne. Par exemple, si dans cet intérêt-là, c'est par exemple un client VIP ou quelque chose comme ça. Alors, donc, voilà pour la création d'infolettres. On va juste revenir ici et passer à nos questions.